Et ces enjeux, ils nous conduisent au Liban. Après plus de 2 ans de vacances du pouvoir, le Liban est enfin parvenu à élire un président et à nommer un Premier ministre. Ces nominations insufflent un vent d'espoir dans un pays marqué par l'explosion du port de Beyrouth, des années de crise économique et bien entendu, plus récemment, les bombardements israéliens. Mais les forces politiques traditionnelles pourraient encore présenter une résistance. Bonjour Karim Emile Bitar. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes politiste, enseignant à Sciences Po et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Alors tout d'abord, il faut revenir sur cette élection de Joseph Aoun, ce qu'elle signifie. Qui est cet homme? C'est un homme dont les Libanais connaissaient uniquement la réputation de commandant en chef de l'armée, qui a réussi à maintenir la cohésion d'une institution qui est peut-être la dernière institution transcommunautaire qui tenait encore debout au Liban. C'est un homme discret qui n'avait pas fait de grandes déclarations, qui avait géré ses troupes de façon consciencieuse, mais depuis son élection, un vent d'optimisme souffle au Liban. Peut-être un peu le mythe du sauveur, le mythe de l'homme providentiel, mais aussi parce que son élection marque quand même une rupture avec les pratiques du passé, et cet enthousiasme des Libanais a été décuplé après la nomination d'un Premier ministre qui est également un outsider, qui ne vient pas de l'establishment, qui était président de la Cour internationale de justice. Donc ce duo donne Nawaf Salam. Nawaf Salam, absolument, universitaire, ancien ambassadeur à l'ONU, président de la Cour internationale de justice, intellectuel de renom. Donc, ce duo donne aux Libanais un tout petit peu d'espoir pour la première fois, même beaucoup d'espoir pour la première fois depuis très longtemps. Mais alors, on n'arrête pas d'expliquer que le Liban est une mosaïque. L'appartenance confessionnelle de ces deux personnages, quelle est-elle? Est-ce qu'elle importe justement, Karim Emile Bitar? Dans le cadre des institutions, un accord tacite qui date de l'indépendance du Liban veut que le président soit un chrétien maronite et le premier ministre un musulman sunnite. Mais ce qui est intéressant, c'est que le président aujourd'hui élu est un homme qui n'est pas réputé pour son communautarisme, et le premier ministre est quelqu'un qui a élaboré un programme écrit très clair préconisant une transition vers un système fondé sur la citoyenneté démocratique et non plus sur les appartenances tribales, claniques, communautaristes. Il propose une transition progressive vers un système qui ne serait peut-être pas une laïcité à la française, mais qui serait un État fondé sur la citoyenneté, et les Libanais ont soif de citoyenneté. Eh oui, une soif de citoyenneté. Alors, il faut revenir donc sur ces 2 ans de vacances du pouvoir. Comment les expliquer et qu'est-ce qu'ils ont créé concrètement, Karim Emile Bitar? Ils ont mis l'État à genoux. L'État au Liban était déjà assez faible, de nature endémique, depuis sa naissance. C'était une philosophie d'un État qui était là, qui était une sorte de pacte entre des minorités associées. On refusait tout volontarisme. Cela est appelé à changer, espèrent les Libanais. Cette vacance présidentielle a montré qu'il n'y a pas de protecteur hors de l'État, que les réseaux clientélistes des uns et des autres peuvent être des soins palliatifs, mais n'assurent ni la sécurité physique, ni les besoins sociaux de toutes les communautés. Donc il y a aujourd'hui une prise de conscience de la nécessité d'édifier enfin un État et des institutions dignes de ce nom. Oui, parce qu'il y a vraiment une multitude de problèmes aujourd'hui au Liban. Alors, le premier problème, enfin, je ne veux pas les hiérarchiser, mais disons que la situation économique du Liban est extrêmement précaire. En effet, d'autant plus que la situation sécuritaire n'est pas encore stabilisée. Le premier C'était défi. évidemment le second problème ou le premier, mais enfin, bon. Ces deux questions sont imbriquées, car il ne pourra y avoir de relance économique que si la confiance revient, et la confiance ne reviendra pas si ce cessez-le-feu n'est pas respecté, et si les résolutions des Nations Unies ne sont pas appliquées à la lettre, si l'armée ne parvient pas à restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire libanais. Il faudra que le Hezbollah joue le jeu, et rien n'est moins sûr à ce stade. Ils ont mal digéré l'élection de ces deux hommes, ils ont avalé deux couleuvres, et il reste à voir quelle sera leur réaction dans les semaines qui viennent.
Mais alors, justement, parce qu'il faut revenir historiquement sur cette situation. Karim Emil Bitar, il y a deux armées au Liban, l'armée libanaise et puis le Hezbollah. Pourquoi l'armée libanaise? Pourquoi les Libanais? Pourquoi les politiques libanais ont-ils laissé le Hezbollah s'installer à la suite d'autres milices, hein? Parce que c'est la raison pour laquelle je vous demande de nous l'expliquer historiquement, parce que ce n'est pas la première milice. Depuis l'éclatement de la guerre en 1975, le Liban a été en effet sous le joug de milices communautaires. Après l'invasion israélienne du Liban en 1982, le Hezbollah a émergé avec progressivement un soutien de la République islamique d'Iran, un soutien qui est devenu massif au cours des 10-15 dernières années, ce qui a fait du Hezbollah une puissance hégémonique, quasi hégémonique au Liban, en tout cas beaucoup plus puissante que l'armée libanaise. Aujourd'hui, l'équilibre des forces a considérablement changé. Il n'en reste pas moins que le Hezbollah conserve un ancrage populaire significatif dans la communauté chiite et qu'il faudra prendre en considération ses angoisses existentielles, car tout au long de l'histoire, ce sont ces angoisses existentielles qui ont incité les communautés à se chercher des protecteurs au-delà des frontières, parce que justement, l'État libanais ne pouvait pas assurer, n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de tous ses citoyens. Et oui, mais alors justement, parce que aujourd'hui, il faut se demander, c'est à vous que je le demande d'ailleurs, Karim Emil Bitar, si le Hezbollah est protecteur pour les Libanais ou bien au contraire une source de menace. Les Libanais sont extrêmement polarisés. Les partisans du Hezbollah continuent de Quoi, recevoir, 25-30% des Libanais? oui, mais 65 ou 70% de la communauté chiite, donc les deux tiers d'une des communautés principales. Pour eux, le Hezbollah leur offre une multitude de services environnementaux, sociaux, des systèmes de santé parallèles, même des systèmes bancaires parallèles. Pour le reste des Libanais, il y a eu en effet le sentiment que c'est l'État tout entier qui a été phagocyté par le Hezbollah et que le Hezbollah a succombé à un hubris, s'est totalement aligné sur les intérêts de l'Iran, quitte à ne plus voir l'impératif national de protéger ses propres partisans. Car aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à entendre des voix, des sons de cloche discordants à l'intérieur de la communauté chiite, qui disent au Hezbollah, vous vous êtes lancé dans une sorte de fétichisation de la lutte armée, sans vous rendre compte que si vous voulez véritablement résister, il faut que ce pays ait une société, une économie. Il n'y avait même pas d'abri pour accueillir les réfugiés, alors qu'on nous a vendu depuis 20 ans l'idée d'un équilibre, d'une force dissuasive face à Israël. Mais alors justement, parlons d'Israël, puisque on pourrait se dire, peut-être ne serez-vous pas d'accord, Karim El Bitar, que tant qu'il n'y aura pas de paix dans la région, le Liban sera l'une des premières victimes collatérales du conflit israélo-palestinien. Est-ce qu'on peut imaginer, malgré tout, dans le contexte terrible que l'on connaît, un apaisement pour le Liban? Il faut l'espérer. Le Liban a en effet souvent été le maillon faible, la caisse de résonance des conflits extérieurs. Il y a une imbrication avec la question palestinienne, donc ce qu'il est possible de faire à court terme, c'est d'insulariser le Liban par rapport aux guerres par procuration qui se déroulent à l'échelle de la région. S'il devait y avoir un affrontement entre les États-Unis et l'Iran, le Liban pourrait en payer les frais. C'est pour cela que le nouveau président a tenu à parler dans son discours d'investiture de neutralité positive, c'est-à-dire que le Liban, dans un contexte de polarisation régionale, de guerre des axes, se devait de penser exclusivement à ses propres intérêts et interdire à tout parti de s'aligner sur un camp étranger. Mais alors, justement, parce que il y a ça, mais bon, on voit bien que vous évoquez une caisse de résonance. On pourrait même dire que c'est l'arrière de la scène qui se joue là. Avec le changement en Syrie, qu'est-ce que l'on peut imaginer? Là aussi, le Liban pourrait être la victime collatérale de changements qui sont des changements évidemment porteurs d'instabilité. À moyen terme, il y a un véritable risque d'instabilité, mais aujourd'hui, on a quand même au Liban le sentiment que l'effondrement du régime syrien qui avait fait subir au Liban une occupation particulièrement inhumaine pendant des décennies et l'affaiblissement du Hezbollah offrent une opportunité
de bâtir enfin des institutions, de sortir des allégeances tribales et claniques et de construire une citoyenneté libanaise. Chaque communauté libanaise a commis, chacune à son tour, les mêmes erreurs, a eu Mhm. des périodes où ils ont succombé à l'hubris, où ils ont été se chercher des parrains, des protecteurs, où ils sont entrés dans des alliances douteuses. Aujourd'hui, la plupart des citoyens et des citoyennes du Liban ont pris conscience que seul l'État pouvait les protéger. Reste à savoir si nous serons en mesure d'édifier cet État, parce qu'au-delà de ces puissances régionales, il y a également au Liban même des intérêts privés et catégoriels, des mafias en tout genre, qui vont également s'opposer au retour de l'état de droit. Alors, mafia, vous dites, il y a aussi, donc, on parlait d'une mosaïque, parmi donc les habitants du Liban, pas forcément les Libanais d'ailleurs, il y a entre 200 000, 250 000 Palestiniens. C'est ça, près de 300 000 réfugiés palestiniens et il y avait 2 millions de réfugiés syriens. On sait aujourd'hui que près de 500 000 sont déjà partis soit durant la guerre, soit après la chute du régime syrien. Mais alors, qu'est-ce que l'on peut... Alors, parce que ce sont deux types de réfugiés bien différents, sur le plan historique évidemment. Qu'est-ce que l'on peut imaginer pour ces deux communautés? Est-ce que les Palestiniens, dit-on, sont dans une situation précaire au Liban depuis très longtemps, les Syriens aussi, mais cela est évidemment plus récent. Qu'est-ce qu'on peut imaginer à cet égard? Alors, cela va nécessiter énormément de moyens parce qu'une partie des réfugiés syriens ne rentreront chez eux que s'il y a un incitatif économique, tant que la Syrie n'est pas reconstruite. Certains experts estiment que la reconstruction de la Syrie coûtera pas moins de 500 milliards de dollars. Donc, tant que la Syrie n'est pas véritablement stabilisée, quelques centaines de milliers de Syriens vont rester au Liban. Mais c'était déjà le cas dans les années 90, les travailleurs saisonniers, etc. Si il y a une relance de l'économie libanaise, un retour de la confiance, si la diaspora réinvestit ce pays, si nous signons un accord avec le Fonds monétaire international, nous pourrons quand même repartir sur de bonnes bases, car c'est un petit pays où les choses peuvent aller très vite, où il y a un véritable dynamisme, un esprit entrepreneurial sur lequel le nouveau Premier ministre pourra miser. Bon, alors ça, c'est donc pour les Syriens. Pour les Palestiniens maintenant. Alors certains de ces Palestiniens sont au Liban depuis Ah oui. 1948, depuis 3 générations. La Mais leur situation, Leur pour... situation demeure précaire, un certain nombre d'emplois leur sont interdits au nom du droit au retour, au nom de la hantise de l'implantation de ces réfugiés palestiniens. Il faut dire toutefois que beaucoup d'entre eux ont émigré, comme il y a énormément de Libanais qui émigrent, dès lors qu'ils en ont la possibilité. Un certain nombre de ces Palestiniens, un nombre significatif, ont fini par quitter. Il y en avait 500 000 aujourd'hui. L'ONU parle de 280 à 300 000. La question principale n'est pas tant celle du nombre que celle de la sécurité, car les camps de réfugiés palestiniens étaient historiquement associés à l'instabilité. Il y avait des querelles entre factions palestiniennes à l'intérieur de ces camps, et ces camps échappaient à la souveraineté libanaise, ce qui est en train de changer, car depuis 1 ou 2 mois, l'armée libanaise cherche progressivement à réinvestir ces camps. Merci beaucoup, Karim-Émile Bittard. Je rappelle que vous êtes politiste, enseignant à Sciences Po et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth.